Plaisir d'accueillir Laurent Pfeiffer qui va nous parler d'algorithmes de gradient conditionnel pour résoudre des problèmes de jeu à champ moyen à potentiel. Laurent, je te laisse Ok, la merci parole. beaucoup Nadia, merci pour la présentation et pour l'invitation à participer au séminaire. Alors j'ai un petit doute sur la langue, désolé de reposer ça, je ne sais pas s'il y a des freins. I don't know whether some participants, if everyone understands French. Je pense qu'en français, c'est bon, Laurent. Je pense. Bon, et ben, dans ce cas, ce sera pour le français. Bon, les slides sont en anglais, de toute façon. Donc, je vais vous présenter un travail qui porte sur le gradient conditionnel généralisé, son application à la résolution de jeux à champ moyen potentiel. Et je soulignerai dans mon exposé le lien qui existe entre cette méthode et une méthode de meilleure réponse appelée fictitious play. Voilà, donc c'est un travail en collaboration avec Pierre Lavigne, qui est postdoctorant à l'Institut Louis Bachelier. Alors, voici un résumé de l'exposé. Dans une première partie, je vais réaliser que j'appellerai de temps en temps l'algorithme GCG pour simplifier. Je peux déjà mentionner que c'est une extension de l'algorithme de Frank et Wolf qui est très connu dans la littérature. Je vous montrerai un résultat de convergence linéaire que l'on peut obtenir sous certaines conditions. Ensuite, dans une deuxième section, je vais présenter une classe de jeux potentiels pour lequel on peut appliquer l'algorithme GCG et pour lequel on a cette fameuse connexion donc, avec une procédure de meilleure réponse. Et ensuite, seulement, on passera au cas plus compliqué des jeux à champ moyen. Donc, je prendrai un peu de temps pour construire le système de jeux à champ moyen. Et enfin, dans une dernière section, on appliquera à notre système de jeux à champ moyen, à notre système MFG. On lui appliquera l'algorithme du GCG et je vous donnerai quelques résultats de convergence spécifiques à ce cadre. Donc je commence avec l'algorithme du gradient conditionnel généralisé. Donc pour le moment, on cherche à minimiser une fonction f. f1 est une fonction f2, et on minimise f sur un ensemble donné grand K. Donc les hypothèses qu'on fait sont les suivantes. Grand K est supposé convexe. Les fonctions f1 et f2 sont également supposées convexes. On suppose que f1 est semi-continu inférieurement. Pour f2, on suppose que f2 est différenciable avec un gradient qui est Lipschitz continu. Et enfin, l'ensemble admissible grand K, on le suppose non vide et compact. Voilà, donc je me donne une solution de ce problème d'optimisation X bar, elle n'est pas forcément unique. Et j'ai introduit à présent différents outils qui vont me permettre d'écrire l'algorithme et de l'analyser. Donc l'outil principal dont on a besoin, c'est la linéarisation de la fonction coût f. Donc cette linéarisation, je l'appelle fline et je vais la prendre en un point x donné. Donc fline x, je l'écris comme une fonction de la variable y, et on a sa définition ici, donc f1 de y plus f2 de x plus le gradient de f2 de x scalaire y moins x. Donc autrement dit, la contribution f1, on la garde telle qu'elle est. Par contre, la contribution f2 de notre fonction coût, on la linéarise au premier ordre au voisinage de x. Donc, comme la fonction f2 est convexe, notre linéarisation partielle f'in x minore la fonction coût originale. Ok, donc ensuite j'introduis le problème linéarisé qui consiste donc à remplacer par la fonction linéarisée f'in x. Okay. Donc voilà, vous avez cette définition ici. Le problème linéarisé pline au point x consiste à minimiser f'in x par rapport à cet ensemble admissible grand K qui est donc le même qu'au départ.
Et à partir de maintenant, je vais supposer que je sais résoudre ce problème-là numériquement, du moins que la résolution numérique de ce problème est beaucoup plus facile que le problème de départ. Voilà. Et enfin, j'introduis le gap primal dual, qui est défini donc comme un nombre réel sigma de x. Donc, ce nombre-là, c'est f' x évalué en x moins l'infimum de f' x, donc moins la valeur du problème linéarisé. Donc, par définition, ce nombre-là est non négatif. Donc, on a un premier petit résultat qui nous dit que, étant donné un point x admissible, ce point-là est sigma x bar, c'est-à-dire que f de x est plus petit que f de x bar, la valeur du problème d'optimisation, plus sigma de x. Okay. Donc, j'ai donné la preuve ici pour ceux qui sont intéressés, qui pourront regarder les slides ultérieurement. C'est exactement la même preuve que celle qu'on a dans le cadre de l'algorithme de Frank et Wolf. Donc, ce qui est intéressant avec ce lemme, c'est que si sigma de x est égal à 0, alors on en déduit que x est optimal pour le problème d'optimisation de départ. Et vice-versa, si x est optimal, alors sigma de x est égal à 0. C'est aussi une condition nécessaire d'optimalité. Voilà, donc j'en arrive à l'algorithme GCG, l'algorithme du gradient conditionnel généralisé. Donc, on se donne en entrée un point x0 bar, et on va construire de façon itérative une suite x bar k. Okay. Donc, à l'itération k, je me donne mon itéré x bar k, et je commence par résoudre le problème linéarisé. Donc, je note xk, une solution de ce problème linéarisé. Ensuite, je choisis un pas, un step size delta k, dans l'intervalle 0,1. Et l'itéré suivant, x bar k plus 1, est pris comme la combinaison convexe de x bar k et de xk, avec des poids 1 moins delta k et delta k. Donc, on a un résultat de convergence tout à fait classique qui nous dit que pour un pas delta k égale à 1 sur k plus 1, on a à chaque itération k un point x bar k qui est c log k sur k optimal. Et si on choisit delta k égale 2 sur k plus 2, alors à toute itération, on a un itéré qui est c sur k optimal. Et évidemment, la constante c est indépendante de petit k. Voici quelques références. Donc, si on prend f1 égale 0 dans la décomposition f égale f1 plus f2, alors notre algorithme GCG coïncide parfaitement avec l'algorithme de Frank et Wolf, qui est bien connu et qui a été introduit dans cette référence dans les années 50. Donc, la généralisation qu'on vient de voir est apparue dans différents papiers, en fait. Donc, celui-là, c'est le plus ancien que je connaisse, mais peut-être que certains d'entre vous dans l'audience connaissent des papiers plus anciens. Donc celui-là est de 2009, de Karl Kunig et Daniel Walter, linéaire pour un choix de pas particulier et sous des hypothèses un peu plus fortes. Je vais vous présenter dans la slide suivante une version très simplifiée de leur résultat, sous des hypothèses beaucoup plus fortes, mais qui nous permettront de faire un lien avec ce qu'on peut obtenir dans le cadre de jeux à champ moyen. Donc voici le résultat, donc encore une fois, version très simplifiée de ce qui est montré dans ce préprint de Kunig et Walter. Donc on fait essentiellement les mêmes hypothèses que tout à l'heure. En plus, on doit supposer que la contribution F1, donc c'est la contribution qu'on ne linéarise pas, on suppose que celle-là, elle est fortement convexe de paramètre alpha, et on note rend telle la constante de Lipschitz du gradient de F2, F2 étant la partie qu'on linéarise. Donc on propose un choix de pas qui est différent et qui est donné par cette expression-là. Donc le minimum de sigma k sur L dk carré est 1. Donc ici, sigma k,
c'est le saut primal dual à l'itération k. Et dk, c'est la distance entre l'itéré x bar k et la solution du problème linéarisé xk. Donc, dans ces conditions-là, on a une convergence linéaire du coup à chaque itération. Donc, on a l'existence d'un lambda strictement plus petit que 1 tel qu'on a cette inégalité. Donc, je vais vous donner quelques éléments de preuve. Je vais aller très rapidement pour pas perdre trop rapidement, pour pas perdre trop de temps. Le but étant seulement de vous convaincre que dans ce contexte assez simplifié, la preuve n'est pas très très difficile. Donc, je commence par motiver mon choix de step size. Donc, on se place à l'itération k. Je me donne à la solution du problème linéarisé et je m'intéresse à x delta, la combinaison convexe de ces deux points. Et on commence par chercher une estimation supérieure de f de x delta. Donc, pour la contribution en F1, on utilise simplement la convexité de F1, donc on écrit ça. Et pour F2, par contre, on utilise la continuité Lipschitz du gradient. Donc, ça nous donne un espèce de développement du second ordre. Donc, on réorganise tout ça et on obtient que f de x delta moins f de x bar k, est plus petit qu'une certaine fonction de delta qui est donnée par cette expression. Donc, cette fonction de delta, je l'appelle h de delta. Et le jeu, c'est simplement de minimiser h de delta par rapport à delta sur l'intervalle 0. Donc, le minimiseur, on le trouve facilement et c'est précisément le choix de step size qu'on a proposé dans le théorème. Voilà, donc dans la suite, on va calculer le minimum de cette expression-là. Le seul petit point technique qui doit être réalisé porte sur l'estimation de cette quantité dk, donc qui était la distance entre l'itéré courant et la solution du problème linéarisé. Mais là, sous les hypothèses que j'ai faites, c'est assez facile, puisque le critère linéarisé est fortement complexe, puisque la contribution F1 qui n'a pas été linéarisée est elle-même, par hypothèse, fortement convexe. Donc, en utilisant ça, on arrive très rapidement à montrer que, et une fois qu'on a ça, on a fait l'essentiel du travail. Alors, on doit quand même regarder un petit peu précisément ce que c'est que la valeur minimale de notre estimation supérieure h de delta k. On travaille un petit peu et on arrive à cette estimation-là. Donc, h de delta k est plus petit que moins sigma k fois une certaine constante oméga, donnée ici et qui est strictement positive. Donc, encore une fois, je ne détaille pas. Ceux d'entre vous qui voudront vérifier les détails pourront le faire. Il n'y a pas de difficulté majeure. Et donc, on en arrive à la conclusion. Donc, f de x bar k plus 1, c'est f de x delta k qu'on a estimé. Donc, on sait que c'est plus petit que f de x bar k plus h de delta k. H de delta k, on vient de montrer que c'était plus petit que moins oméga sigma k. Et ensuite, l'astuce, c'est de se souvenir que sigma k est lui-même plus grand que f de x bar k moins f de x bar. Et donc, on en arrive à cette inégalité-là. Donc, cette quantité-là est plus petite que 1 moins oméga fois f de x bar k moins f de x bar. Et c'est précisément ce qu'on voulait montrer. Alors, je mentionne qu'il y a des variantes en ce qui concerne la recherche de step size. Donc, une variante consiste à minimiser exactement le step size. Donc, on minimise exactement f de x delta. Et il y a une autre variante qui consiste à faire une recherche par backstepping. Donc, je ne détaille pas, mais c'est quelque chose qui peut être implémenté très facilement et qui a l'avantage de ne pas utiliser la constante de Lipschitz grand L qui apparaît dans la règle qu'on a vue précédemment. Donc, on a ces deux autres possibilités pour faire de la recherche linéaire. Et pour ces deux autres cas-là, on peut également montrer qu'on a une convergence linéaire. Voilà, donc voilà pour ma présentation de l'algorithme GCG. Je passe maintenant à un jeu potentiel assez simple pour lequel on va pouvoir appliquer notre algorithme. Donc, je commence par me donner un espace Y, un espace de probabilité Y, muni d'une distribution mu, et je me donne un continuum d'agents. Et ces agents-là sont caractérisés par un paramètre petit y, donc grand Y,
Et donc, la distribution des agents par rapport à ce paramètre, c'est la distribution mu. Et le jeu qui va nous intéresser fait intervenir deux variables. Donc, une première variable de décision qui est notée grand X. Donc, X de Y, ça n'est rien d'autre que la décision de l'agent avec paramètre Y. Et l'autre variable, la deuxième variable, c'est une variable notée lambda qu'on interprétera comme une variable de prix et que j'appellerai assez souvent la variable de couplage ou le terme de couplage. Donc, la situation qui nous intéresse, elle peut être schématisée de façon suivante. On a d'un côté les décisions des agents, grand X, qui doivent être optimales pour un certain problème d'optimisation qui fait intervenir le terme de couplage lambda. Le terme lambda est en lui-même le résultat, étant lui-même une fonction des décisions des agents via une certaine fonction de couplage. Donc, comme vous pouvez le voir, le problème qui nous intéresse, c'est naturellement une structure de points fixes qu'on va utiliser d'ailleurs pour la preuve d'existence. Donc ici, on considère qu'on a des agents non atomiques. Donc ça veut dire que dans leur prise de décision grand X, les agents ne prennent pas en compte l'impact possible qu'ils ont sur la variable de prix lambda. Ils prennent le prix tel qu'il est et n'anticipent pas leur impact dessus. Donc voici le détail du modèle. Donc ici, vous avez le problème d'optimisation que les agents veulent résoudre. Donc, on cherche une variable grand X telle que pour tout Y, X de Y est une solution de ce problème-là, donc qui consiste à minimiser une certaine fonction petit f qui dépend du paramètre Y et du terme de couplage lambda et qui est donné ici. Donc, on a un premier coût L de XY qui est propre à l'agent de paramètre Y, qui n'est pas impacté par le terme de couplage lambda. Et on a un deuxième coût qui est linéaire en X et qui fait intervenir le terme de couplage lambda. Donc, à cause de cette relation linéaire, on a cette interprétation de lambda en termes de prix. Voilà. Et donc, le prix lambda qui, lui, découle des décisions des agents via cette relation-là. Lambda est supposé être une fonction psi de la valeur moyenne des décisions des agents. Donc, l'intégrale de xy par rapport à la distribution mu. Donc ici, la fonction psi est donnée. On appellera cette fonction une fonction de prix. Donc, on a une interprétation du jeu en termes d'équilibre de Cournot. Il suffit de considérer que cette quantité-là, c'est la demande en un certain produit, donc naturellement l'intégrale de x de y. Et donc dans ce cadre-là, on a un prix qui n'est pas fixé à l'avance, mais qui est une fonction typiquement supposée croissante de la demande en un certain produit. Et donc ce prix qui n'est pas fixé à l'avance induit un couplage entre les agents sur un certain marché. Voilà, donc un premier résultat qui concerne l'existence d'une solution au jeu que je viens d'introduire. Donc, je suppose que l'ensemble admissible des agents est convexe fermé. Je suppose que le coût qui est propre aux agents, le coût petit l, est fortement convexe en la première variable. Et je fais une certaine hypothèse de croissance qui est naturelle. Je ne détaille pas trop. L'hypothèse importante, c'est l'hypothèse qu'on fait sur le terme de couplage. Donc, je vais directement supposer que cette fonction psi, elle est continue Lipschitz et qu'elle est bornée sur mon ensemble admissible. Donc, sous ces hypothèses, j'ai l'existence d'une solution au jeu. Et la preuve procède donc par point fixe. Donc, on commence par constater que sous les hypothèses de forte convexité que j'ai fait, étant donné un terme de couplage lambda, tous les problèmes d'optimisation des agents ont une unique solution que je vais noter x lambda de y. Donc, non seulement cette solution unique, mais on peut voir que x lambda est borné par rapport à y et que la fonction qui a lambda associée x lambda est elle-même continue Lipschitz. Donc cet élément x lambda, je l'appelle la meilleure réponse, la best response. C'est exactement le résultat, si je reviens un peu en arrière,
c'est exactement le résultat de la flèche du haut. Étant donné un lambda, on regarde la décision optimale des agents vis-à-vis de ce problème, et c'est ce que j'appelle X lambda. Ok, donc une fois qu'on a construit cet objet-là, on peut tout naturellement reformuler le problème comme un problème de point fixe. Donc on écrit que lambda est égal à psi de l'intégrale de X lambda. Et ce problème de point fixe, on l'analyse tout de suite avec le théorème de point fixe de Schauder, qui nous dit que le problème de point fixe a une solution. Voilà, donc ce qui va nous intéresser, nous, essentiellement, c'est la formulation potentielle. Donc on fait une hypothèse supplémentaire qui est que le terme de couplage psi est le gradient d'une fonction phi, supposée convexe. Et donc sous cette hypothèse supplémentaire, on a l'unicité de la solution du jeu. Et en plus, la solution x bar est également la solution unique d'un problème d'optimisation que j'appellerai le problème potentiel. Donc, ce problème potentiel, il consiste à minimiser grand X, il consiste à minimiser f de grand X, f de grand X étant constitué de deux termes. Donc on a un premier terme qui est simplement une intégrale des coûts propres à chacun des agents, donc une intégrale de petit l de x de y, et on a un deuxième terme qui fait intervenir le potentiel phi pris en hypothèse dans le théorème. Okay, donc phi étant évalué en la demande intégrale de x de y. Donc la preuve est assez simple en fait. On commence par se donner une solution du jeu. Donc on a déjà montré qu'il en existait au moins une. Donc on s'en donne une, x bar lambda bar. Et on se donne un x, un grand X quelconque, et on doit comparer f de x et f de x bar. Donc ici, j'ai juste réécrit la définition de mon coût potentiel. Donc ici, j'ai la partie qui fait intervenir petit l. Ici, j'ai la partie avec les potentiels petit phi. Donc comme on a supposé que phi était convexe, on a une estimation inférieure en faisant intervenir le gradient de phi évalué en cette intégrale-là. Okay. Donc on obtient ce produit scalaire. Et on reconnaît ici donc, le terme de couplage lambda bar associé aux décisions x bar. Okay. Donc ça nous permet de réécrire toutes ces expressions-là sous cette forme-là. Et au final, on reconnaît une intégrale sur grand Y de la variation du coût des agents. Donc ici, on a le coût de l'agent de paramètre Y pour un terme de couplage lambda bar, étant donné la variable de décision de x et y. Et ici, on a le même coût, mais pour la best response, pour la meilleure réponse x bar de y. Donc cette différence est forcément non négative, et c'est comme ça qu'on peut montrer donc que x bar minimise le potentiel grand F. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on n'a plus qu'à vérifier que le potentiel grand F a un unique minimiseur. C'est en fait une conséquence de la forte convexité de ce coût potentiel qu'on peut établir. Et donc, une fois qu'on a l'unicité du minimiseur, on en déduit l'unicité de la solution du jeu. OK, donc on a établi à présent une formulation potentielle. On peut enfin appliquer l'algorithme du gradient conditionnel généralisé à cette formulation potentielle. Et en fait, la preuve qu'on vient de voir, la preuve de la formulation potentielle, nous montre déjà comment il faut décomposer notre linéarise pas. Si je reviens un petit peu en arrière, donc on se souvient qu'on a ces deux termes-là. Dans la preuve, ce terme-là, je n'y ai pas touché, il restait tel quel du début jusqu'à la fin, et c'est celui-là qui a été linéarisé. Et donc le choix s'impose de lui-même, je dirais. On définit F1 comme étant la première partie du potentiel, et F2, c'est la partie qui fait intervenir le potentiel phi. OK. Donc, maintenant, je calcule ma fonction linéarisée F'in. Donc, je la calcule en un point x bar k obtenu dans mon algorithme à l'itération k. Et donc, la première chose à faire, c'est de regarder le gradient de cette fonction-là en cette intégrale-là. Donc, ça me donne un objet que j'appelle lambda k. Donc, lambda k, je peux tout de suite l'interpréter
comme une prédiction de mon terme de couplage. Et en refaisant en fait exactement le même calcul que ce qu'on a fait dans la preuve précédente, on voit que le coût linéarisé, c'est l'intégrale sur Y du coût des agents, plus des termes constants qui ne dépendent pas de grand X. Okay. Donc, on obtient cette expression séparée où voilà, le coût linéarisé, c'est l'intégrale de f lambda k y par rapport à la variable x, et c'est celui-là qu'on doit minimiser. Donc, la minimisation peut se faire de manière décomposée, de manière ponctuelle vis-à-vis de y. Pour chacune des y, on calcule la meilleure valeur de x de y. Autrement dit, pour minimiser la fonction linéarisée f'in, on a juste besoin de calculer la fonction de meilleure réponse, étant donné cette valeur de lambda k. Et donc, c'est cette observation qui nous permet de faire le lien entre le gradient conditionnel généralisé d'une part et une procédure de meilleure réponse. Donc, sur cette slide, j'ai écrit explicitement l'algorithme GCG au vu de la remarque qu'on vient de faire. Donc, à l'itération K, pour calculer la solution du problème linéarisé, on procède dans des étapes. D'abord, on calcule le terme de couplage lambda K suivant cette formule-là. Donc, on peut interpréter ça comme une phase de prédiction. Ensuite, on calcule la meilleure réponse, xk, correspondant pardon, il y a un petit bug. Ah, désolé, alors mon logiciel fait un peu des caprices. Je le ferme et je le rouvre tout de suite, désolé. Hein. Il n'y a plus d'encre. Il n'y a plus d'encre, c'est ça. Alors... Bon, nous y voilà. Désolé, j'arrive plus à me passer de ce genre de gadget. Donc, j'en étais à l'implémentation concrète de l'algorithme du GCG. Donc, je crois qu'il faut que tu partages ton écran, Laurent. Désolé, merci. Nous y voilà. C'est bon. OK, donc on en était à l'implémentation concrète de l'algorithme du GCG. Donc, comme on l'a vu, à chaque étape, on fait une prédiction, on trouve un terme de couplage lambda k et on calcule la meilleure réponse correspondante. Et ensuite, comme prescrit par la méthode, on fait une combinaison convexe qu'on peut éventuellement interpréter comme une étape d'apprentissage où on incorpore la connaissance de xk dans x par k. Vous pouvez remarquer que si on prend un step size delta k qui est égal à 1, on fait exactement des itérations de points fixes sur le jeu tel qu'il était proposé au départ. Alors, on n'a pas de garantie de convergence, évidemment. Si on prend delta k égale 1 sur k plus 1, ce qu'on a obtenu coïncide parfaitement avec l'algorithme de fictitious play. Et donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a cette connexion entre... Une petite remarque intéressante dans ce contexte, la contribution F1 qu'on a dans le coût potentiel est fortement convexe. Et donc, avec un choix approprié de step size delta k, on peut obtenir une convergence linéaire de l'algorithme. Voilà, une petite remarque concernant le gap primal dual que j'avais introduit au début. Il y a ici une interprétation... il y a ici une interprétation, donc le gap à l'itération k, c'est l'intégrale sur y de la meilleure amélioration possible des agents, en supposant que le terme de couplage lambda k est fixé. Donc, on a ici le coût de l'agent, étant donné sa décision x bar k de y. Et ici, on a le coût optimal de l'agent de paramètre y, en supposant que lambda k reste fixé.
Okay. Donc c'est pour ça que des fois, dans le contexte de théorie des jeux, on peut appeler cette quantité-là exploitabilité. Alors, je donne quelques références. Donc, ce n'était pas tout à fait évident pour moi de trouver des références mettant en lumière de façon tout à fait transparente le lien entre l'algorithme de Frank et Wolf et des méthodes de meilleure réponse. Mais, je vous remercie Sylvain Saurin de m'avoir envoyé son dernier papier qui établit cette connexion-là dans un cadre en temps continu. Donc là, ici, on est en temps discret sur les itérations. Et donc, je me réfère à ce papier-là pour une étude plus élaborée de cette connexion. Donc après, la connexion, elle apparaît aussi tout à fait naturellement sur des exemples concrets. Si on compare les preuves de convergence qui sont faites, la similitude saute aux yeux, mais ce n'est pas dit de façon explicite. Donc juste pour mentionner un exemple, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Vous avez ici un papier de 1984 dans lequel les gens ont utilisé l'algorithme de Frank et Wolf pour résoudre un jeu potentiel, donc en l'occurrence le problème d'affiliation du trafic. Et en regardant les détails du papier, on voit bien que ça s'interprète comme un fictitious play. Ok, donc j'en arrive à présent au cas plus compliqué qui nous intéresse, des jeux à champ moyen. Alors j'ai prévu de prendre un peu de temps pour construire de façon heuristique le système de jeu à champ moyen avant d'attaquer l'application du gradient conditionnel généralisé. Donc, pour la construction du modèle, je vais commencer par introduire un jeu différentiel à grand N joueurs. Donc, je me donne grand N variables aléatoires x0 par i, qui sont en fait les conditions initiales des agents. Elles sont supposées indépendantes et de même distribution M0. Je me donne grand N mouvements browniens WI. Pour le problème de contrôle optimal des agents, je me donne un running cost L, un coût terminal petit g et une fonction de prix psi qui va jouer le même rôle que dans la section précédente. Et la variable de décision d'un agent I va être son contrôle grand AI et l'état associé grand XI. Donc ici, solution d'une équation différentielle stochastique dans laquelle c'est le drift qu'on contrôle et la volatilité est constante. Donc, on a la même structure de point fixe que précédemment, c'est-à-dire qu'on va chercher dans notre problème d'équilibre grand N processus stochastique, les contrôles des grand N agents, que l'on veut être optimaux vis-à-vis d'un certain problème de contrôle optimal stochastique, lui-même paramétré par une fonction de prix lambda. Le prix lambda étant lui-même le résultat d'un couplage basé sur les contrôles des grand N agents. Donc, le problème de contrôle optimal stochastique, il est donné ici. Donc, le critère à minimiser par l'agent numéro i, c'est une espérance d'une certaine intégrale, plus un coût terminal. Et dans l'intégrale, on a un petit peu la même chose que ce qu'on avait dans l'exemple de tout à l'heure. Donc, un coût qui est propre à l'agent i et un coût qui est linéaire par rapport au contrôle et qui fait intervenir le terme de couplage lambda. Donc le prix lambda lui-même, il est relié au contrôle des agents de la façon suivante. Au tenté, on veut que ce soit une fonction psi donnée, une fonction de prix psi donnée, de la moyenne empirique des contrôles au tenté. Voilà, donc ça c'est le jeu à n joueurs que je propose. Ce qui nous intéresse en fait, c'est le jeu à champ moyen, c'est-à-dire un modèle limite lorsque le nombre d'agents tend vers l'infini. Et dans ce modèle limite, on a une certaine simplification qui est à l'œuvre. Au lieu d'avoir une moyenne empirique, on va tout simplement avoir une espérance. Okay, donc ce terme-là va devenir déterministe, et donc le prix, le terme de couplage devient lui-même déterministe. Et également, dans le modèle limite, on s'attend à ce que les contrôles des agents aient la même distribution et qu'ils soient indépendants. Donc, je ne justifie pas ces affirmations, je me les donne tout simplement pour construire un modèle limite qu'on considère comme acceptable. Donc, le modèle limite, il est donné ici. Il fait intervenir la variable de contrôle d'un seul agent qui va être représentatif pour tous les agents. Et x, c'est la variable d'état associé. Donc, à l'équilibre, le A bar doit être optimal pour un problème de contrôle optimal stochastique, le même que tout à l'heure.
ce problème-là étant paramétré par le terme de couplage lambda. Et donc maintenant, dans mon équation de couplage, au lieu d'avoir une moyenne empirique, j'ai la fonction psi de l'espérance du contrôle au temps t. Okay, donc j'ai remplacé la moyenne empirique par cette espérance-là. Okay. Donc ça, c'est le jeu à champ qui nous intéresse. Pas encore tout à fait sous la forme que j'ai envie d'étudier. Ici, on a une forme stochastique, je dirais. On voudrait passer à présent à une formulation du jeu à champ moyen E des pistes. Donc pour faire cela, je représente le contrôle optimal des agents par une fonction de feedback petit v qui nous dit essentiellement quel est le contrôle utilisé par les agents en fonction du temps courant et en fonction de l'état courant. Okay. Donc la structure est la même. On cherche un feedback V et un prix lambda qui sont reliés par les deux flèches. Donc la flèche du haut, c'est le problème d'optimisation, la flèche du bas, la relation de couplage entre V et lambda. Dans le cas de probabiliste, les deux flèches sont décomposées en deux sous-flèches, entre guillemets. Donc pour caractériser le feedback optimal en fonction du prix lambda, on calcule dans un premier temps une fonction valeur et qui est obtenue en résolvant une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Et donc, une fois qu'on a cette variable U, on peut en déduire le feedback optimal qui dépend de U et de lambda. Et c'est pareil pour la flèche du bas, entre guillemets. Donc, pour décrire le couplage, on va dans un premier temps calculer la distribution des agents vis-à-vis de leur variable d'état X. Pour cela, on résout l'équation de Fokker-Planck. Et ensuite, on arrive à caractériser lambda en fonction de M et V. Okay, donc c'est la quatrième flèche ici. Donc tout ça pour dire qu'on a à présent, on va aboutir à un système couplé qui fait intervenir 4 variables. Donc le terme de couplage lambda, le feedback V, mais également la fonction valeur U et la distribution M. Et ces variables sont reliées entre elles par 4 relations qui sont schématisées par ces quatre flèches. Voilà, donc je rentre un petit peu dans les détails. Pour aller de lambda à V, on résout d'abord l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, comme je le disais. Donc elle est explicitée ici. C'est une EDP rétrograde. Voilà, qui fait intervenir le hamiltonien associé au running cost grand L, qui est défini là. Donc c'est l'équation standard de la programmation dynamique. Et une fois qu'on a eu, on peut caractériser le feedback optimal via cette relation-là. Pour aller du feedback V au terme de couplage lambda, on résout dans un premier temps l'équation de Fokker-Planck qui nous donne donc, comme je disais, la distribution des agents par rapport à leur état. Donc ça, c'est l'équation de Fokker-Planck. Voilà. Et donc finalement, le terme de couplage lambda, on l'obtient par cette relation-là. Donc tout à l'heure, lambda, c'était psi de l'espérance des contrôles. Maintenant, l'espérance des contrôles, on l'obtient en intégrant le feedback V par rapport à la distribution des agents, tout simplement. Donc, on a obtenu 4 équations qui constituent le jeu à champ moyen qu'on a envie d'étudier. Alors, je finis cette section avec quelques références. Donc, les travaux pionniers de Lasry et Lyons et de Wang, Malamé et Keynes en 2006 et 2007. Qui ont introduit ce type de modèle. Donc là, ici, le modèle qu'on a obtenu, c'est une variante en fait, de ces modèles originaux. Et les résultats théoriques que je vais utiliser par la suite sont issus d'un autre papier que j'ai écrit avec Frédéric Bonance et Saïda Dikanlou il y a quelques années. Voilà. Donc, maintenant qu'on a construit notre modèle de jeu à champ moyen, on est prêt à aller regarder ce qui se passe au niveau du gradient conditionnel généralisé. Donc, je donne quelques hypothèses pour les solutions.
Alors, on fait cette hypothèse un peu classique en théorie des jeux à champ moyen de périodicité qui nous permet de ramener nos EDP à des conditions périodiques. Donc, on se place sur le tore et notre domaine concu est celui-là. Donc, on fait ça pour le côté pratique de cette hypothèse plus que pour des vraies motivations de modélisation. On fait des hypothèses de monotonie. Donc, on suppose que la fonction de prix psi est le gradient d'une fonction phi et le running cost L est supposé fortement convexe. Diverses hypothèses de régularité que je ne détaille pas. Je mentionne juste que psi est supposé Lipschitz et borné. Donc, sous ces hypothèses-là, on a l'existence d'une solution classique au jeu à champ moyen dans des espaces de fonctions 2 fois différenciables en espace et 1 fois en temps avec des dérivées eulériennes. Je ne détaille pas trop ces espaces. En gros, on a des solutions classiques pour les EDP que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on a également une formulation convexe et une formulation potentielle. Donc, la solution unique de notre jeu à champ moyen est telle que M bar V bar est également la solution d'un problème d'optimisation qui est donné ici. Donc, c'est un problème de contrôle optimal qui fait intervenir les variables M et V qui sont contraintes par l'équation de Fokker-Planck. Et dans la fonction coût à minimiser, donc je l'appelle grand J, on a 2 termes et il y a une très forte similarité avec ce qu'on avait tout à l'heure dans la section 2. On a un premier terme qui intègre les préférences propres des agents et un deuxième terme qui fait apparaître le potentiel des agents, cette fonction phi. Voilà. Donc, ce n'est pas encore un problème convexe. Pour le rendre convexe, on doit réaliser un changement de variable qui est très standard en théorie des jeux à champ moyen. Donc, on remplace la variable V par la variable W. Donc, W égale MV. Donc, je remplace V par W sur M. Et ça me donne un nouveau problème potentiel. Donc, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. La partie qui correspond au coût propre des agents, je n'alinéarise pas. Donc, ça me donne mon terme J en tilde. Et la partie qui fait intervenir le potentiel phi, c'est celle-là que je vais linéariser. Donc, je l'appelle J de tilde. J'écris tout de suite mon problème linéarisé en vue de l'application du GCG. Donc, j'ai linéarisé le potentiel des agents. Ça me donne cette expression-là avec le terme psi, qui est donc le gradient de phi. Et donc, cette quantité-là, je l'appelle lambda k. C'est la prédiction de mon terme de couplage dans le jeu à champ moyen. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe avec ce problème-là, on peut faire le changement de variable inverse. Donc, on peut repasser à un système MV. Et au final, le problème linéarisé a cette écriture-là. Et il s'interprète donc comme la formulation E des pistes d'un problème de contrôle optimal stochastique. Donc, le même phénomène que ce qu'on a observé dans la section 2 se produit en linéarisant le potentiel, partiellement du moins. On obtient un problème linéarisé qui n'est rien d'autre que le problème des agents, le problème individuel des agents, étant donné la variable de couplage lambda égale lambda k. Et donc, ce problème linéarisé, on sait comment le résoudre. On résout l'équation de programmation dynamique dans un premier temps, ça nous donne une variable UK, et ensuite, on en déduit un feedback VK. Voilà. Donc, pour trouver la solution MW du problème linéarisé, on n'a plus qu'à résoudre l'équation de Fokker-Planck. Ça me donne un MK, et finalement, WK, c'est le produit de MK-VK. Okay. Donc, tout cela, je peux le résumer ici. Donc, j'ai écrit explicitement ce qu'est mon algorithme de gradient conditionnel généralisé. Et encore une fois, on a une interprétation de type fictitious play pour cet algorithme. Donc, c'est ce qu'on a vu à l'instant. À l'itération K, on commence par faire une prédiction, donc en calculant le terme de couplage lambda K. Donc, pour ça, on résout l'équation 4. Et ensuite, on résout les équations 1, 2 et 3 du système couplé. Donc, la programmation dynamique, la loi de feedback et Fokker-Planck. Et on obtient ainsi un couple MW qui est la solution du problème linéarisé de la formulation potentielle. Et enfin, on termine avec la même phase d'apprentissage que tout à l'heure. Voilà, donc le résultat principal qu'on a démontré porte dans un premier temps sur le caractère bien posé de l'algorithme.
Donc, on montre que toutes ces variables-là qu'on a construites, elles peuvent être définies dans des espaces fonctionnels appropriés. Je ne détaille pas trop, c'est la même idée. À chaque fois, on a des solutions classiques. Et si je note epsilon k, mon gap d'optimalité, donc J tilde en littéré k moins la valeur optimale de J tilde. Donc, on a les mêmes résultats de convergence pour epsilon k que ceux que je vous ai présentés en première section. Donc, log k sur k pour ce choix de pas, 1 sur k pour ce choix de step size delta k. Et si on utilise une règle adaptative, on a une convergence linéaire. Et en plus de cela, on arrive à montrer la convergence des variables du jeu. Donc, quel que soit le choix du step size, on a cette estimation qui est d'ordre racine de epsilon k. Alors, je me contenterai de dire quelques mots très brefs sur la preuve de convergence. Donc, pour tout ce qui concerne le caractère bien posé de l'algorithme, on a utilisé à fond des estimations paraboliques pour les EDP, comme ce qui est fait de façon traditionnelle en théorie des jeux à champ moyen. La chose la plus difficile peut-être est de montrer la convergence linéaire, parce que en fait, le coût potentiel J tilde qu'on a construit n'est pas fortement convexe. Donc on est obligé de travailler un petit peu, notamment pour avoir une estimation de la distance entre l'itéré courant, M bar K, W bar K, et la solution du problème linéarisé. Donc pour ça, on est obligé de faire une preuve à la main, je dirais, pour avoir ce type d'estimation. Donc je passe sur les détails. C'est un des aspects techniques qui demande un petit peu d'attention dans la preuve qu'on a écrite. Et c'est la même astuce qui nous permet en fait d'avoir la dernière partie du théorème, donc la convergence des variables. Voilà, alors je termine avec quelques petits résultats numériques. Alors je vais me contenter de vous montrer les courbes de convergence qu'on a obtenues dans deux situations différentes que je décris en détail. Donc juste pour vous montrer que les vitesses de convergence prédites par le théorème peuvent être vérifiées expérimentalement. Donc ici, vous avez la convergence du saut d'optimalité epsilon k, donc sur une échelle logarithmique. Donc en vert et en rouge, vous avez des courbes de convergence pour deux méthodes adaptatives. Donc en vert, on fait une recherche optimale du step size, et en rouge, on fait un backstepping avec une règle d'Armijo. Donc on a bien une convergence linéaire. Et en bleu et en orange, on prend les choix classiques de step size, donc 1 sur k plus 1 et 2 sur k plus 2. Et là, on voit bien qu'on a une convergence sous-linéaire. À droite, on représente les step size obtenus. Donc, en orange et en bleu, pas de surprise, ils étaient prédits à l'avance. Donc, c'est 1 sur k plus 1 et 2 sur k plus 2. Et pour les méthodes adaptatives, on voit en particulier que quand on fait une recherche parfaite, donc c'est la courbe verte, on est amené assez souvent à accepter un pas complet, donc à prendre delta k égale à 1. Et là, on a une convergence qui est extrêmement rapide sur le modèle qu'on a utilisé. Donc, on a fait d'autres simulations numériques avec un modèle qui ne correspond pas au modèle que j'ai construit dans l'exposé, avec un terme de congestion, mais les résultats restent vrais. Donc là, la situation est un petit peu moins claire, mais on voit quand même que quand on fait une recherche adaptative, donc c'est des courbes vertes et rouges, les choses se passent beaucoup mieux que quand on fait les choix standards de l'algorithme de Frank et Wolf. Il y a la même observation qui est que quand on fait une recherche parfaite, on est amené de temps en temps à accepter un pas complet. Voilà, donc je termine avec quelques références. Une liste qui n'est pas du tout exhaustive du sujet, donc il y a un certain nombre de références portant sur l'application de fictitious play au jeu à champ moyen. Donc là, je me contente vraiment des références les plus proches de ce que je vous ai présenté. Donc, un premier papier de Cardadiague et Dikangu de 2017, donc dans lesquels ils montrent la convergence de fictitious play. Donc, ils sont également dans un cadre potentiel, mais ils n'utilisent pas la convexité de ce potentiel et ne font pas cette analogie avec l'algorithme de Frank et Wolf. Et donc, ils ont simplement la convergence des variables, ils n'ont pas de vitesse de convergence comme on a pu l'obtenir. Je mentionne cet autre papier très récent
de Romuald Lely et co-auteurs, dans lesquels Fictitious Play est observé pour les jeux à champ moyen. Alors, ils sont dans un cadre un petit peu différent du nôtre, ils sont en temps et en espace discret. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas, enfin du moins j'imagine qu'on ne peut pas avoir la convergence des variables. Donc ils ont juste une convergence des coûts. Voilà, et je mentionne la version préliminaire du travail que je vous ai présenté, qui est disponible sur Archive, et très prochainement, elle sera mise à jour. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.